Au cœur de la Louisiane, en 1963, naissaient Karen et Sharyn Sanders, des jumelles liées par un lien indissoluble. Leur enfance, baignée dans l'affection de leurs parents, ne laissait présager rien de sinistre. Pourtant, en mai 1977, alors âgées de 14 ans, les sœurs Sanders se trouvaient chez leur grand-mère dans la petite bourgade de Marksville. Un lundi 9 mai, leur cousin, Keith Laborde, un jeune homme de 18 ans servant dans les Marines, leur rendit visite. Prétextant un désordre indescriptible dans sa demeure, il implora leur aide pour remettre de l'ordre, semant sans le savoir les graines d'un récit glaçant. Karen et Sharyn acquiescèrent. Ce soir-là, vers 9 heures, les jumelles montèrent dans la voiture de leur cousin, Keith, direction sa maison. En chemin, le trio fit un arrêt à une station-service. Là, ils croisèrent un homme à la peau ébène qui leur demanda de le déposer quelque part. L'idée ne plut guère aux sœurs, mais Keith, leur cousin, accepta. L'inconnu prit place à bord et commença à les guider sur une route des plus obscures. Ils s'éloignèrent d'une dizaine de kilomètres de Marksville, s'enfonçant sur une route étroite et ténébreuse où âmes qui vivent ne se manifestaient. Subitement, l'inconnu intima à Keith de s'arrêter. Il extirpa brutalement les jeunes gens du véhicule, ordonnant à Keith de se confiner dans le coffre qu'il verrouilla prestement. L'homme à la peau sombre s'attaqua ensuite à Karen, la violant sauvagement avant de la contraindre à rejoindre Keith dans l'obscurité du coffre. Son forfait accompli sur Sharyn, il l'enferma à son tour dans l'habitacle. Tandis que les 3 captifs étaient séquestrés, l'agresseur déversait un torrent de menaces et d'avertissements. Il leur jurait qu'au moindre mot divulgué sur cette nuit, il les punirait sans merci, connaissant leur adresse. Il les somma au silence, les terrifiant avec l'assurance que des amis se chargeraient de venger toute trahison. L'horloge marquait alors minuit. Sous le choc, Keith, Karen et Sharyn restèrent pétrifiés, incapables de réagir après le départ abrupt de l'inconnu qui avait disparu dans sa voiture. Ce n'est que 2 semaines plus tard que Karen se confia à la sœur de Keith Laborde, révélant l'incident. Rapidement, l'information parvint aux oreilles des autres membres de la famille Sanders. Le dimanche 22 mai, 13 jours après l'agression, Karen et Sharyn se rendirent au bureau du shérif pour enfin rapporter les événements survenus le 9 mai. Elles relatèrent leur terrible soirée, mais se montrèrent incapables de fournir un signalement précis de leur agresseur. Les sœurs avouèrent que pour elles, tous les hommes de couleur se ressemblaient. Karen et Sharyn purent seulement se souvenir que l'homme portait un pantalon bordeaux foncé et une chemise de soie sombre ornée de motifs décoratifs. Les enquêteurs avaient retrouvé Keith Laborde et recueilli son témoignage. Le jeune homme a corroboré le récit de ses cousines. Il a confirmé que l'agresseur était un homme à la peau sombre. Immédiatement, les forces de l'ordre ont lancé une investigation. Le 23 mai, ils ont appréhendé plusieurs hommes de couleur résidant à Marksville et ont demandé aux sœurs jumelles et à leurs cousins de procéder à une identification. Le 24 mai, à 9 heures du matin, 8 hommes étaient alignés dans une salle du commissariat, derrière une vitre sans teint. Karen, Sharyn et Keith ont été appelés à tour de rôle dans la pièce adjacente. 3 paires d'yeux scrutèrent attentivement la ligne d'hommes, s'arrêtant simultanément sur le même visage. Vincent Simmons, un Afro-Américain d'une vingtaine d'années, identifié comme le numéro 4. Le jeune homme avait été interpellé le 23 mai, aux alentours de 21 heures, peu après l'appel des sœurs Sanders à la police. Vincent flânait non loin du cimetière Saint-Joseph, sur Wall Street à Marksville, lorsqu'une patrouille s'est approchée. À son bord, le capitaine Floyd Juna et le lieutenant Robert Laborde, dont le nom de famille coïncidait avec celui de la victime, Keith, sans qu'aucun lien de parenté n'ait été établi. Il est à noter, cependant, que le père de Keith travaillait également dans les forces de l'ordre. Vincent fut arrêté sous le regard de témoins, sans mandat, et inculpé de 2 chefs d'accusation. Le lendemain, les 3 victimes, sans hésitation, désignèrent Simmons comme leur agresseur. Après l'identification formelle de Vincent Simmons, le lieutenant Robert Laborde le conduisit dans une salle d'interrogatoire austère. Dès le début, Simmons nia toute implication, clamant n'avoir jamais croisé le chemin des sœurs Sanders, ni même celui de Keith Laborde. Un silence pesant s'installa lorsqu'on lui présenta une confession pré-rédigée, exigeant sa signature. Vincent, inflexible, refusa catégoriquement.
L'atmosphère déjà tendue se brisa lorsqu'une détonation retentit. Un coup de feu. Le lieutenant Robert Labarde venait de tirer sur Vincent, atteignant la partie gauche de sa poitrine. Le projectile frôla le cœur de Vincent, ne manquant l'organe vital que de 6 cm. Le fracas attira immédiatement les autres officiers de police qui se précipitèrent vers la salle d'interrogatoire. Labarde et son collègue, présents lors de la scène, justifièrent leur acte en affirmant que Vincent avait tenté de les agresser, les forçant à se défendre. Grièvement blessé, Vincent Simmons fut transporté d'urgence à l'hôpital, inconscient. Parallèlement, l'enquête sur l'affaire des sœurs Sanders progressait à grands pas. Ce même jour, le 24 mai, les policiers inspectèrent méticuleusement la voiture de Keith Labarre ainsi que la scène du crime. Ils demandèrent aux jeunes gens de grimper dans le coffre et immortalisèrent la scène par une photographie. Le trio fut ensuite emmené au poste de police pour un nouvel interrogatoire. Cette fois, les sœurs révélèrent qu'elles connaissaient plus précisément l'agresseur, car il s'était présenté à elles dans une station-service. De plus, les jeunes femmes déclarèrent pour la première fois que Vincent, au moment de l'attaque, avait d'abord brandi un couteau, avant de sortir un pistolet à la crosse brune. Après l'interrogatoire, les jumelles se sont rendues chez un médecin. L'examen de Sharon Sanders a révélé que son hymen était intact, le médecin n'ayant pu insérer ne serait-ce qu'un doigt lors de l'examen. Parallèlement, le lieutenant Robert Labarde rédigeait une déposition au nom de son collègue présent lors de la détonation. Selon ce témoignage, Vincent aurait saisi une arme à feu et tenté de les abattre. Le 25 mai, les forces de l'ordre ont obtenu un mandat pour perquisitionner le domicile de Vincent Simmons. Les policiers étaient à la recherche d'un pantalon bordeaux foncé, d'une chemise sombre ornée de détails et d'un pistolet à crosse marron, correspondant à la description fournie par les sœurs Sanders. Lors de la perquisition, ils ont saisi une chemise noire à jabot, un jean bordeaux foncé et 2 pantalons de survêtement de couleur bordeaux. Vincent Simmons a passé 4 jours à l'hôpital avant d'être renvoyé à sa cellule d'isolement. Il continuait de nier toute implication, refusant d'avouer le crime. Le 10 juin, un grand jury du comte d'Avoyelles inculpa Vincent Simmons sur 2 chefs d'accusation, agression sexuelle et tentative d'homicide. Le même jour, un médecin légiste, après avoir examiné les sœurs Sanders, remit un rapport accablant. Un mois plus tard, le 14 juillet, le procureur adjoint demanda une modification de l'acte d'accusation. Il requit un amendement stipulant que Vincent Simmons n'avait pas agressé sexuellement Carn et Sherian, mais avait seulement tenté de le faire. Le 19 juillet 1977, plus de 2 mois après le crime, le procès s'ouvrit enfin. Vincent Simmons clama son innocence, insistant sur le fait qu'il n'avait jamais rencontré les victimes. De plus, aucune preuve matérielle ne le liait directement au crime. Malgré tout, les jurés déclarèrent Vincent Simmons, alors âgé de 25 ans, coupable. Le juge le condamna à une peine de 100 ans de prison. Immédiatement après le verdict, Vincent fut transféré à la prison d'Angola, en Louisiane, où il commença à purger sa sentence. Sans perdre un instant, Simmons entama une lutte acharnée pour faire annuler ce jugement draconien. 16 ans plus tard, en 1993, Vincent Simmons réussit à obtenir une copie du dossier concernant les sœurs Sanders. Il y découvrit une multitude d'informations inédites qui n'avaient jamais été présentées lors de son procès. Il apprit notamment que lors de son premier interrogatoire, Sharon Sanders ne connaissait pas son nom. Dans sa déposition du 22 mai 1977, la jeune femme avait utilisé la lettre N pour désigner son agresseur et avait même admis ne pas pouvoir se souvenir de ses traits. Dans les méandres du dossier, Vincent exhume un cliché glaçant, une photo prise après l'identification de 8 suspects potentiels. Sur cette image, un détail le frappe de plein fouet. Il est le seul à avoir les poignets entravés par des menottes. Plus loin, un rapport médical, établi 2 semaines après l'agression présumée, jette un froid. Aucune trace de violence n'y est mentionnée. Puis encore, il est révélé que Sharon n'avait jamais eu de relation intime auparavant. En 1997, Vincent Simmons, animé par un désir ardent de laver son nom, se lance dans une bataille judiciaire acharnée. Il brandit alors de nouvelles pièces à conviction issues du dossier. Une déclaration accablante émerge. Karen Sanders aurait été victime d'attouchement de la part de son cousin, Keith Laborde,
dont le père, John Laborde, n'était autre qu'un membre des forces de l'ordre. À l'époque, Simmons clamait que des responsables avaient méticuleusement orchestré une manipulation, incitant les sœurs Sanders et Keith Laborde à désigner Vincent par son nom et à relater les circonstances précises de l'agression. Les sœurs Sanders reconnurent avoir initialement omis le nom de Vincent dans leur première déposition, motivées par une peur viscérale de représailles. Elles ne l'avaient mentionné que plus tard. Les jumelles affirmèrent que, lors de l'identification, Vincent Simmons était exempt de menottes. Un officier présent confirma que les menottes n'avaient été apposées qu'après que les 3 victimes eurent formellement désigné Vincent du doigt. La photographie fut prise consécutivement. En 1997, Vincent Simmons échoua à prouver son innocence. Sa demande de libération fut rejetée. L'intégralité de la procédure fut intégralement filmée. En 2020, le procureur de New York, Justin Bonus, tomba sur le dossier des sœurs Sanders et fut immédiatement captivé, voire indigné, par l'injustice flagrante qu'il décelait. Persuadé de l'erreur judiciaire dont avait été victime Vincent Simmons, Justin Bonus décida de devenir son avocat et se lança corps et âme dans une mission, obtenir sa libération. Il prit contact avec un dirigeant prospère d'une maison de disques qui accepta de financer une enquête privée en Louisiane. Un détective fut engagé et parvint à retrouver Dana Broilette, la cousine de Keith Laborde. Celle-ci révéla qu'un soir, Keith, sous l'emprise de l'alcool, lui avait avoué que Vincent Simmons, déjà incarcéré, n'était pas avec lui et les jumelles ce soir funeste. Il lui confia également qu'ils étaient seuls, tous les 3, sur cette route, qu'ils n'avaient croisé personne à la station-service et n'avaient pris aucun autostoppeur. Keith admit à sa cousine qu'il avait enfermé Sharon dans le coffre de la voiture et que, d'un commun accord, il avait eu une relation intime avec Karen. Lors d'une étreinte passionnée, l'une des jumelles avait griffé le cou de Keith, laissant des marques profondes. Il avoua à Dana que Karen lui avait rappelé un chaton à cet instant précis. Dana Broilette confia à l'enquêteur privé qu'elle soupçonnait Keith Laborde et l'une des sœurs Sanders d'avoir inventé l'histoire de l'homme à la peau sombre. Elle pensait qu'ils avaient agi ainsi par peur que les adultes ne découvrent leur aventure nocturne et ne remarquent les griffures sur le cou du jeune homme. Suite à cette révélation troublante, les détectives d'Undena contactèrent Keith Laborde par téléphone. L'homme nia catégoriquement avoir entretenu une relation intime avec Karen Sanders. Il insista sur le fait qu'ils étaient simplement amis, des camarades de jeu, rien de plus. 43 ans après les faits, Keith affirmait avec conviction que Vincent Simmons était le véritable coupable. Fou de rage, il déversa son fiel sur la communauté afro-américaine lors d'une interview accordée à CNN. Les insultes fusèrent, les menaces grondèrent, Vincent Simmons fut la cible de ces invectives. Puis, en guise de conclusion amère, il lâcha. Tout cela était réel, tout s'est passé. Je ne veux plus jamais entendre parler de cette histoire. Je ne veux plus me retourner. J'en ai assez de toute cette merde. Au début de l'année 2022, Vincent Simmons obtint finalement un nouveau procès en appel. Ses avocats arguèrent qu'en 1977, comme aujourd'hui, Keith Laborde était un raciste notoire, incapable d'adresser la parole à une personne noire, et encore moins de la prendre en stop un soir. Au tribunal, Dana Broilette, la cousine de Keith, révéla les aveux que son frère lui avait faits. Les sœurs Sanders, après mûre réflexion, ont conclu un accord avec le procureur de district pour abandonner définitivement les charges contre Vincent Simmons. Là de revivre sans cesse cette épreuve, les jumelles ont exprimé leur épuisement face à ce fardeau qu'elles portaient depuis plus de 40 ans. La tragédie survenue ce jour funeste a irrémédiablement marqué leurs existences. Le 14 février 2022, un juge a statué que le procès de Vincent Simmons avait été entaché d'irrégularités. Toutes les accusations ont été levées et il a été immédiatement libéré. L'homme a quitté les murs de la prison 3 jours avant son 70e anniversaire, après avoir passé 44 années derrière les barreaux. Le 17 février, Vincent a marqué un jalon important, son anniversaire de liberté. Il a soufflé les bougies, savourant chaque instant de cette nouvelle vie. Aujourd'hui, il s'efforce de rattraper le temps perdu et savoure la liberté avec une intensité particulière.
Il découvre les joies simples de la vie et s'adapte aux nouvelles technologies avec curiosité. Cependant, l'ombre du passé plane toujours. Karena Sharon Sanders, lors d'une entrevue, persiste à accuser Vincent. Chaque année, le 9 mai, elle célèbre, depuis 46 ans, ce qu'elle considère comme leur seconde naissance. Par ailleurs, au cours de cet entretien, Karena Sanders a fait une révélation surprenante. Elle a admis avoir entretenu une relation intime avec le cousin de l'accusé, Keith Laborde. L'affaire, selon les dires de la femme, ne se serait pas déroulée le 9 mai 1977, date à laquelle elle a été rendue publique, mais bien antérieurement. Karen avoua avoir entretenu une relation intime avec Keith alors qu'elle n'avait que 10 ans, lui 14. Contacté par la presse, Keith Laborde réfuta une fois de plus ces allégations, niant toute intimité avec Karen. Il la considérait comme une affabulatrice, victime de son imagination. Karen et Sharon Sanders, ainsi que leur cousin Keith Laborde, résidant toujours en Louisiane, soucieux de préserver leur vie privée. Aujourd'hui, ils ont tous dépassé la soixantaine, fondé leur propre famille et conservent des liens étroits. Enfin, Wenzel Simons a intenté une action en justice et réclame des dommages et intérêts. Après 44 années passées derrière les barreaux, Vincent Simmons accuse les autorités du comté d'Avoyelles, en Louisiane, dans les années 70, notamment le bureau du procureur et les adjoints du shérif, d'avoir fabriqué des preuves à son encontre et dissimulé des éléments qui auraient pu éviter sa condamnation. Bien que l'épreuve de Simmons en prison soit terminée, il affirme que son combat ne fait que commencer. « Il me reste du travail à accomplir, car il y a beaucoup de gens en prison qui ont besoin d'aide et Dieu m'a confié une mission », a-t-il déclaré avec conviction. Dans un tout autre registre, la famille Wilkinson vivait paisiblement dans sa maison de Stourbridge, au Royaume-Uni. Le chef de famille, Peter Wilkinson, âgé de 47 ans, occupait un poste de direction dans une entreprise de construction. Son épouse, Tracy Wilkinson, 50 ans, avait consacré de nombreuses années au secteur médical. Elle avait lutté contre une addiction à l'alcool, mais avait réussi à la vaincre grâce à un traitement suivi dans un centre spécialisé. Après être entrée en rémission, la femme continua de fréquenter le centre bénévolement, offrant son soutien à ceux qui luttaient contre leurs propres difficultés. Peter et Tracy élevaient leur fille Lydio, âgée de 18 ans, et leur fils Perce, qui avait 13 ans. Lydio avait récemment intégré l'université de médecine, où elle étudiait la biologie. Cette nouvelle étape l'avait conduite à quitter le foyer familial pour vivre en résidence étudiante. Le jeune Perce, quant à lui, poursuivait sa scolarité. Un autre membre, à 4 pattes, complétait leur famille. Wilkinson, leur chien, qu'ils considéraient comme un membre à part entière. En mars 2016, Tracy fit une rencontre poignante près du supermarché local. Un jeune homme, visiblement sans abri, dormait à même le sol sur un carton, transi de froid. En ce mois de juin étouffant, une femme fut prise de compassion en voyant un jeune homme prostré. Elle s'approcha doucement et le réveilla, l'interrogeant sur son identité. Il s'appelait Aaron Barley, 23 ans à peine. Tracy, mue par un élan de générosité, lui proposa son aide. Elle découvrit alors une existence d'une solitude poignante. Aaron était seul au monde, sans famille, sans amis, dépourvu de ressources et sans toit. De plus, une addiction sévère aux substances illicites le tourmentait. Après une brève conversation, Wilkinson et la femme prirent Aaron à bord de leur voiture et le conduisirent à une association venant en aide aux sans-abri. Tracy finança son hébergement dans un foyer. Aaron étant totalement démunie, elle lui fit livrer chaque jour ses 3 repas. Tracy confia à son mari qu'elle avait aidé un jeune homme sans domicile fixe et, peu après, l'invita à partager un dîner en famille. Barley, de son vrai nom, fit l'unanimité. Il échangea avec Peter, le mari de Tracy, ainsi qu'avec leur fille et leur fils. À un moment donné, pendant le repas, Aaron laissa échapper qu'il avait surtout besoin de quelqu'un qui lui donne une chance. Peter prit alors la décision d'offrir cette opportunité au jeune homme. 3 semaines plus tard, cet homme lui offrit un poste dans l'entreprise de construction qu'il dirigeait. En avril 2016, Aaron accepta et commença à travailler comme homme à tout faire à Newport, dans le South Balls. Un revenu stable se profilait, laissant entrevoir la fin de sa vie de sans-abri.
Parallèlement, la famille Wilkinson organisa pour Barley une cure dans un centre de désintoxication, espérant le libérer de ses addictions. Cependant, en septembre, à peine 5 mois après son embauche, Aaron Barley fut prié de démissionner. Son comportement était devenu erratique, ses collègues remarquant des accès d'agressivité et des absences répétées. Aaron, autrefois plein de promesses, avait replongé dans ses vieux démons. Après avoir disparu suite à son licenciement, Barley réapparut un soir de novembre 2016. On le retrouva endormi, transi de froid, sur le seuil de leur maison. Le visage tuméfié, il semblait avoir traversé une épreuve terrible. Touché par sa détresse, Tracy persuada son mari de l'accueillir. Peter réveilla doucement Aaron et l'aida à se relever pour le conduire à l'intérieur. Un thé chaud et la chaleur du foyer ranimèrent l'homme brisé. Tracy, le cœur ému par cette scène, sentit qu'il fallait donner à ce malheureux une nouvelle chance de se reconstruire. Après une période sombre, l'espoir renaissait pour Aaron grâce à la générosité de la famille Wilkinson. Rapidement, ils lui trouvèrent un petit appartement non loin de chez eux, réglant même le loyer pour un mois. Parallèlement, des démarches furent entreprises auprès d'une association locale afin de lui accorder une aide financière. De son côté, Aaron décrocha un emploi dans une usine de meubles. Son salaire modeste lui permettait de subvenir à ses besoins essentiels, assurant ses repas et son tabac. Lentement, sa vie reprenait un cours plus stable et serein. Profondément reconnaissant envers les Wilkinson, qu'il considérait comme sa propre famille, Aaron leur rendait visite environ 2 fois par semaine, partageant leurs repas du soir. En échange de leur affection et de leur soutien, il n'hésitait pas à les aider dans les tâches ménagères, pour lesquelles il lui offrait une petite rétribution. Un lien fort s'était tissé, transformant une rencontre fortuite en une véritable relation familiale. Noël 2017 s'annonçait, et Aaron offrit à Tracy une carte de vœux signée de la main de sa propre mère, une figure maternelle que Tracy n'avait jamais connue. Ce geste toucha profondément le cœur sensible de la jeune femme. En février 2017, le sort frappa à nouveau. Aaron fut renvoyé de son travail. La raison, hélas, restait inchangée. Une addiction persistante à des substances illicites. Mars 2017 marqua une année entière depuis le jour où Tracy découvrit Barley, blotti dans une boîte en carton près d'un supermarché. À cet instant, elle était loin de se douter que cette rencontre fortuite allait bouleverser sa vie de manière irrévocable. La nuit du 30 mars, Aaron, rongé par ses démons, s'introduisit furtivement dans le jardin de la demeure des Wilkinson. L'ombre et le silence étaient des complices. Vêtu d'un ensemble sombre, dissimulé sous des gants et un capuchon, il avait passé la nuit entière à ramper dans le jardin, invisible, patient comme une ombre. Barley attendait le moment précis où Peter Wilkinson, le chef de famille, quitterait la demeure. À 6h30 du matin, Peter, fidèle à sa routine, sortit promener son chien. Dès que l'homme eut disparu, Barley émergea du jardin et se dirigea droit vers la maison silencieuse. À l'étage, dans leur chambre, Tracy et son fils Pierce dormaient encore, inconscients du danger qui s'approchait. Barley franchit le seuil de la maison par la porte arrière. L'absence de Lydia, sa fille, était palpable. Sans tarder, il se dirigea vers la cuisine, s'empara d'un couteau. Puis, il gravit les marches menant à l'étage. Là, il trouva Tracy endormie dans son lit et l'attaqua. Peu après, Peter rentrait de sa promenade. Approchant de la maison, il jeta un regard à l'intérieur et constata que sa femme et son fils dormaient encore. Il sonna, frappa, mais personne ne répondit. Alors que l'homme franchissait le seuil de la porte arrière, un assaillant surgit de l'ombre, tel un fauve bondissant sur sa proie. Un éclair d'acier fendit l'air, et Peter sentit une douleur lancinante le traverser. Un combat acharné s'ensuivit, un ballet macabre où chaque mouvement était dicté par la haine et la survie. Des cris rauques, des imprécations terrifiantes résonnaient dans la nuit. « Crève, meurs !» L'agresseur, dans sa furie, frappa à 6 reprises. 2 coups portèrent à l'abdomen, 2 autres lacérèrent le dos, et enfin, 2 assauts monstrueux défigurèrent le visage. Le carnage accompli, l'ombre s'évanouit. L'assaillant s'enfuit à bord d'un Land Rover appartenant à la famille Wilkinson, disparaissant dans l'obscurité.
Peter, titubant, parvint à s'extirper de la maison, laissant derrière lui une scène d'horreur. Il le vit partir, emportant sa voiture avec lui. L'homme s'effondra dans le fauteuil de sa cuisine d'été. C'est alors qu'il remarqua, près de lui, une mare rouge, sombre. Un engourdissement le gagnait. Ce n'est qu'à cet instant qu'il comprit. Il était en train de mourir. Peter, paniqué, composa le numéro d'urgence. Il signala l'agression. À l'opératrice, il confia, entre deux halètements, la sensation suffocante du sang qui envahissait ses poumons. Chaque inspiration devenait une lutte. Il sentait ses forces l'abandonner, le laissant seul face à l'inéluctable. Barthélemy, persuadé d'être invisible, pensait filer entre les mailles du filet. Hélas, son escapade à vive allure à travers la ville attira l'attention de la police. Une meute lancée à ses trousses. Barthélemy, grisé par la fuite, piétinait les règles, doublant sur les trottoirs, transformant les rues en un circuit infernal. Sa course folle prit fin brutalement lorsqu'il perdit le contrôle et fracassa une somptueuse voiture contre un mur de briques. L'auto de la famille Wilkinson. Immédiatement appréhendé, Barthélemy fut mis aux arrêts et jeté en cellule. Presque simultanément, un hélicoptère de police se posait sur la propriété des Wilkinson, tandis qu'une ambulance hurlante déversait ses urgentistes. Alertés par un appel de détresse, les secours arrivèrent en trombe au domicile des Wilkinson. Les ambulanciers, après avoir prodigué les premiers soins à Peter, le transportèrent d'urgence à l'hôpital. Dans la maison, une scène macabre attendait les policiers. Le corps inanimé de Tracy gisait sur le sol de sa chambre. Non loin de là, son fils, Pierce, respirait encore, mais grièvement blessé. Transporté à son tour à l'hôpital, il succomba à ses blessures quelques heures plus tard, en salle de réanimation. Peter Wilkinson, lui, subit plusieurs interventions chirurgicales délicates. Les médecins découvrirent qu'il avait été victime d'une blessure particulièrement grave à la colonne vertébrale, fracturée en deux. Lydia Wilkinson, la fille aînée, raconta que ce matin-là, son petit ami l'avait appelée, l'implorant de regarder les informations. Lydia apprit l'horreur qui avait frappé la maison de ses parents. Un appel à la police lui révéla les détails fragmentaires de la tragédie. Aussitôt, elle se précipita à l'hôpital, le cœur battant la chamade. Au chevet de son père, Peter, une vision d'angoisse l'assaillit. Un enchevêtrement de machines et de tubes le maintenait en vie. L'ombre d'un adieu silencieux plana dans l'air. Un sentiment d'effroi la submergea, la conscience brutale de sa solitude imminente. L'organisation des funérailles, une tâche immense, se dressait devant elle. Lydia confessa n'avoir jamais ressenti une douleur aussi intense. Tout son édifice de bonheur s'était écroulé en un instant, la laissant face à un vide abyssal. Le 30 mars au soir, contre toute attente, Peter Wilkinson reprit conscience, miraculé après l'agression. Après 11 jours passés à l'hôpital, Peter et sa fille regagnèrent leur maison dévastée. La communauté, touchée par leur histoire, se mobilisa spontanément. Des fleurs et des bougies illuminèrent leur demeure, tandis que les propositions d'aide affluaient. Pendant ce temps, Aren Barle, un jeune homme de 24 ans, était appréhendé et placé derrière les barreaux. Refusant de se soumettre à une prise de sang qui aurait pu révéler une éventuelle intoxication, il fut confronté aux images de vidéosurveillance le montrant errant dans le jardin des Wilkinson. Acculé, Barle finit par avouer l'agression du fils de Peter, Pierce. Peter Wilkinson, rescapé de l'horreur, se souvient de la dernière fois où il a vu Aren Barle, 3 semaines avant l'attaque. Barle était venu dîner chez eux, comme un ami. Ils avaient dû partager un poulet et quelques bières, une soirée ordinaire entre proches. L'énigme plane sur les motivations de Barle, un mystère que la police s'efforce de percer. La famille Wilkinson l'avait accueilli, lui avait tendu la main. Pourquoi s'en prendre à cette femme et à sa famille qui lui portaient de l'affection? L'enquête sur le passé d'Aren Barle a révélé un sombre tableau. Il avait déjà été condamné, son casier judiciaire faisant état de 21 infractions. Les parents d'Aren étaient liés par le sang. Sa mère, Jane, travaillait à l'usine, tandis que son père, Brian, tissait des tapis. Brian avait 19 ans de plus que Jane et était aussi son oncle. Un psychiatre ayant examiné Aren suggéra que cette union entre un oncle et sa nièce avait pu contribuer à l'apparence particulière d'Aren. Son père succomba à un cancer quand Aren n'avait que 4 ans, et 2 ans plus tard,
sa mère fut emportée par une crise cardiaque. Aren se retrouva orphelin. Un oncle l'accueillit d'abord chez lui, mais il finit par se lasser de cet enfant difficile et le rejeta. Netatveta Hills s'était enfui, tout simplement, incapable de supporter plus longtemps le carcan de l'internat. Pour eux, il n'y avait pas de retour possible. À 16 ans, Aren Bartlett avait trouvé refuge dans un foyer, une structure qui offrait un toit aux sans-abri. Une organisation caritative lui venait en aide financièrement, un soutien précieux pour ce jeune homme à la dérive. Aren aimait à raconter une histoire poignante, noircissant à souhait le tableau de son enfance. Il affirmait, mensonge après mensonge, que ses parents étaient des êtres violents, ravagés par l'alcool. Il prétendait même qu'ils étaient encore en vie. Pourtant, Aren persistait à flirter avec les limites de la loi. Les arrestations se succédaient. Possession d'armes à feu, incendies criminels, agression sur un agent de police, détention de substances illicites. La spirale infernale semblait inexorable. À l'âge de 18 ans, Aren Van Barle fut condamné à 3 ans de prison pour avoir violemment agressé sa compagne. Après sa libération, il mena une existence errante, subsistant grâce à des petits boulots occasionnels. Progressivement, Aren sombra dans une grave dépendance aux substances illicites, se retrouvant à la rue. Heureusement, le destin mit sur son chemin la famille Wilkinson, qui se dévoua corps et âme pour l'extirper de cet enfer. L'oncle d'Aren témoigna qu'il avait toujours considéré son neveu comme une personne équilibrée. Leur dernière conversation remontait à 6 mois avant le crime. L'oncle confirma qu'Aren avait un emploi, un toit, et qu'il parlait en termes élogieux de la famille Wilkinson. Lorsque Van Barle perdit son dernier emploi, il informa ses voisins de son prochain déménagement. Sourdement, la certitude le rongeait. Bientôt, il devrait rendre les clés. Les commérages du voisinage avaient fini par atteindre les oreilles du propriétaire, révélant une attirance qui dépassait désormais les frontières traditionnelles, embrassant aussi bien les femmes que les hommes. Face à la justice, Aren Barle avoua le meurtre de Tracy et Pierce Wilkinson. Un aveu froid, glacial, sans véritable explication quant à l'abîme qui l'avait poussé à commettre l'irréparable. Durant sa déposition, les larmes coulaient, silencieuses, amères. À la fin, un murmure d'excuses, fragile et désespéré, adressé à la famille Wilkinson, brisant le silence pesant de la salle d'audience. L'accusation, elle, tissait une autre histoire. La perte d'emploi, la précarité retrouvée, l'angoisse du sans-abri, un cocktail explosif, une rancœur sourde envers ceux dont l'existence semblait baignée de lumière, un contraste insupportable avec ses propres ténèbres, une vengeance aveugle, née de la jalousie et du désespoir. Quelques jours avant le drame, une dispute téléphonique éclata entre Aren et Tracy, celle-ci refusant désormais de régler son abonnement téléphonique. Un ancien compagnon de cure d'Aren témoigna au tribunal, révélant que Barle possédait une liste de personnes qu'il désirait éliminer, parmi lesquelles figuraient un policier et un gardien de prison. Selon ce même témoin, Barle nourrissait une admiration sans borne pour Charles Bronson, rêvant de suivre ses traces. Bronson, tristement célèbre comme l'un des détenus les plus violents du Royaume-Uni, a passé près de 50 ans derrière les barreaux, transitant par environ 120 établissements pénitentiaires. L'ancien Apekunda Aren prit également la parole, évoquant les publications énigmatiques et menaçantes de Barle sur Facebook, laissant entrevoir des intentions meurtrières envers des membres éloignés de sa famille. Un psychiatre expert a déclaré qu'Aren Barle était parfaitement sain d'esprit, ne souffrant d'aucun trouble mental. En octobre 2017, Aren Barle, alors âgé de 24 ans, a été reconnu coupable et condamné à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle après 30 ans. Peter et Lydia Wilkinson continuent de vivre dans la maison, témoins de l'horrible tragédie. Cette demeure est emplie de souvenirs précieux, le théâtre des moments les plus heureux de leur vie passée. Lydia a avoué qu'elle ne pardonnerait jamais à Aren Barle d'avoir anéanti son bonheur. Cabane dans les arbres. Quelles images ce simple nom évoque-t-il en vous? Sans doute l'été, des amis, des jeux et un refuge paisible. À Westminster, Massachusetts, l'évocation d'une cabane dans les arbres suffit à glacer le sang des habitants, chacun porteur d'une histoire terrifiante. Le 23 juin 2018, Brendan Chickles, 20 ans, chauffagiste de profession,
annonça à sa mère son intention de rendre visite à son père, résidant à Rindge, dans le New Hampshire. Le jeune homme prit le volant de sa Honda grise et se mit en route. C'était la dernière fois que sa mère voyait son fils vivant. Ne le voyant pas revenir, ce qui était totalement inhabituel pour ce garçon responsable et fiable, elle contacta la police le lendemain, 24 juin, pour signaler sa disparition. Malheureusement, les recherches initiales ne donnèrent rien. L'enquête révéla que Chicle n'était jamais parvenu chez son père ce jour-là. Aucune caméra de surveillance n'avait enregistré le passage de son véhicule en direction de Rindge. Brendan s'était volatilisé comme absorbé par la terre. Près d'une semaine plus tard, le 29 juin, sa voiture fut découverte sur le parking d'un supermarché à Rindge, dans le New Hampshire. Le véhicule n'était pas verrouillé et les clés étaient à l'intérieur. Les policiers, après avoir ouvert la voiture, ont constaté que l'intérieur avait été méticuleusement nettoyé, toute trace d'empreinte effacée des surfaces. L'évidence s'imposait. Le jeune homme était en danger. Le 10 juillet, 17 jours après la disparition de Brendan Chiclis, une joggeuse fit une macabre découverte à environ 3 km de l'endroit où la voiture avait été abandonnée. Au bord de la route gisait un sac poubelle noir, scellé avec du ruban adhésif. Une odeur fétide flottait autour du sac. À l'intérieur, dissimulé sous une vieille couverture élimée, reposait le corps de Brendan, disparu depuis des semaines. Le rapport du médecin légiste était sans appel. Le décès remontait à environ 2 semaines, coïncidant tragiquement avec le moment de sa disparition. 13 coups de couteau avaient mis fin à sa jeune vie. Non loin du corps, la police retrouva le téléphone portable de Brendan, fracassé, comme brisé intentionnellement. Miraculeusement, les enquêteurs parvinrent à en extraire des données. Ils découvrirent ainsi qu'aux premières heures du 23e juin, Brendan avait reçu un message vocal de son ancienne petite amie, Julie Enright, âgée de 21 ans. « Viens, j'ai des choses importantes à te dire. Garde notre rendez-vous secret, je t'en prie. » L'enquête approfondie sur les données de localisation et les communications de Brendan a révélé sa présence près du domicile de Julie le 23 juin, entre 11h30 et 15h. Interrogée par la police, Julie admit avoir reçu la visite de Brendan ce jour-là. Elle expliqua que le jeune homme était perturbé et qu'il était reparti précipitamment, sans révéler sa destination. Le comportement étrange de Julie laissa penser aux policiers qu'elle dissimulait des informations cruciales. Julie Enright exerçait la profession de phlébotomiste, prélevant des échantillons sanguins pour des analyses en laboratoire, mais elle avait également une seconde activité. Dans le dédale discret d'un site de rencontre, Enright, sous un pseudonyme aguicheur, proposait des expériences singulières aux âmes en quête d'aventures inédites. C'est dans une cabane perchée, cocon insolite niché au cœur du voisinage, que Julie donnait corps à ses fantasmes, orchestrant des rendez-vous intimes avec des inconnus glanés sur la toile. Maîtresse de cérémonie, elle les initiait aux rites troublants du BDSM, les entraînant dans un univers où les jeux de domination et de soumission se mêlaient à une fascination troublante pour les ossements d'animaux, objet fétiche de ces ébats singuliers. Ironie du sort, Brendan et Julie avaient partagé les bancs de l'école, scellant leur destin commun en 2015 lorsqu'ils avaient de quitter les murs de l'école technique régionale de Fitchburg dans le Massachusetts, ignorant tout des chemins tortueux que leur vie allait emprunter. En 2016, une rencontre fortuite dans un autobus allait sceller un bref chapitre de leur vie. Ils étaient 18 ans chacun, à l'aube de l'âge adulte. Malgré leurs différences flagrantes, une idylle naquit. Pendant 2 ans, ils vécurent une histoire singulière. En 2018, l'évidence les frappa. Leurs chemins divergeaient. Ils se séparèrent, incapables d'envisager un avenir commun. Dans son journal intime, Julie décrivait sa relation avec Brendan comme une danse passionnée, teintée de rivalité et d'une pointe de haine. Je peux être odieuse, blessante, et pourtant, il me serre dans ses bras avec une telle chaleur et m'invite toujours à revenir. Carnet de Julie, 2016. Après leur séparation, Julie et Brendan avaient conservé une étrange amitié, ponctuée de rencontres intimes dans leur refuge secret. Peu après sa rupture avec Brendan, Julie avait trouvé un nouvel amour en la personne de Jonathan Lind, un homme qui partageait toutes ses passions. Brendan, de son côté, n'était pas resté seul.
Le 13 juillet 2018, lors d'un interrogatoire, Julie Enright avoua que Brendan était bienvenu chez elle et qu'ils avaient passé la majeure partie de la journée ensemble. Elle raconta qu'ils avaient bu, partagé des moments d'intimité dans sa voiture, puis Brendan était parti à la recherche de substances illicites et n'était jamais revenu. Suite à cette confession, la police obtint un mandat de perquisition et se rendit au domicile de Julie, où ils découvrirent des éléments troublants. Captivé par l'étude des animaux morts, Enright nourrissait une fascination tout aussi étrange pour le sang. Cette obsession macabre se matérialisait dans une collection singulière, dissimulée dans le sous-sol de sa demeure. Là, dans la pénombre, reposaient des fioles remplies de divers types de sang, des dépouilles animales à différents stades de décomposition, un seau contenant des organes non identifiés, ainsi qu'un assortiment troublant de préservatifs usagés et une panoplie de couteaux. Bien qu'aucune trace du sang de Brendan n'ait été découverte dans la maison de Julie, un détail attira l'attention d'un policier lors de l'inspection des environs. Un abri perché dans un arbre, sur la propriété voisine, semblait avoir été récemment nettoyé. Un indice discret, mais potentiellement révélateur. Des taches écarlates, telles des éclats de rubis sur un mur immaculé, captèrent immédiatement le regard des policiers. Du sang, vibrant d'une sinistre vitalité, celui de Brendan Shekels. D'autres traces, plus discrètes mais tout aussi éloquentes, maculaient le sol sous la cabane perchée, jalonnant même les marches de l'escalier tortueux. À l'intérieur, un tapis neuf, d'une innocence trompeuse, recouvrait le plancher. 24 heures plus tard, la patiente investigation des forces de l'ordre révéla la cachette de Julia. Un trésor funeste, un journal intime où la jeune femme avait consigné, avec une froideur glaçante, les événements du 23e jour de juin 2018. Selon ses dires, elle avait attiré Brendan Shekels dans le piège de la cabane, avec la ferme intention de le supprimer. Un acte abject, prémédité, destiné à transformer la victime en un macabre cadeau pour son amant, Jonathan Lind. Voici une version remaniée et traduite en français. Il avait insisté pour que je lui réserve une surprise. Alors, quand il est arrivé, je lui ai offert un brandevin. J'espérais que ce geste renforcerait notre complicité, mais Jonathan n'a pas semblé apprécier l'attention. Il était déçu, visiblement décontenancé par mon cadeau. Malgré tout, il m'a aidé à faire disparaître les preuves. Ensuite, nous avons partagé des sushis, et j'ai l'impression que nous avons finalement passé un bon moment et que notre amour s'en est trouvé ravivé. Le 29 juin, Julia confiait dans son journal une vérité glaçante. Tout ce qu'elle avait écrit s'était avéré réel. Ces mots étaient une confession poignante. Le 23 juin, à l'aube, elle avait envoyé un message énigmatique à Jonathan, son petit ami. Oserait-il partager avec elle un bain écarlate et mousseux? Plus tard, elle invita Brandon dans leur cabane perchée. À l'heure convenue, il trouva une Julia transformée, armée d'un couteau. Elle le frappa à 13 reprises. Jonathan arriva, et la scène qui l'attendait était digne d'un cauchemar. Ensemble, Julia et lui enveloppèrent le corps inerte de Brendan dans une couverture avant de le glisser dans un sac poubelle scellé avec du ruban adhésif. Ils déposèrent le fardeau sur la banquette arrière de la voiture de Julia. Le voyage fut long, jusqu'à la frontière entre le Massachusetts et le New Hampshire, où ils abandonnèrent le corps au bord de la route. Jonathan prit ensuite le volant de la voiture de Brendan, qu'il laissa à environ 3 kilomètres du corps. Ensemble, ils effacèrent toute trace dans la voiture de Julia, claquèrent la portière, laissant les clés à l'intérieur, puis retournèrent au chalet, théâtre du crime. Là, Julia lava tous ses vêtements souillés, puis ils commandèrent des sushis et partagèrent un repas. Ce soir-là, Julia envoya une série de messages à Brendan, tissant une toile d'alibi fragile autour d'elle. À 20h, un message laconique « Pourquoi n'es-tu pas venu me rejoindre ?» Les jours suivants, elle continua à envoyer sporadiquement des nouvelles à Brendan, feignant l'inquiétude. « Tout va bien pour toi ?» La mascarade prit fin juillet, 2 semaines après la macabre découverte du corps de Brendan. Julia Enright fut arrêtée et inculpée pour meurtre au 1er degré. Une voisine, propriétaire du terrain où se trouvait la fameuse cabane, révéla aux enquêteurs qu'elle n'avait pas mis les pieds dans cette demeure depuis avril 2018. Elle expliqua qu'elle avait envisagé de la préparer pour accueillir des membres de sa famille et avait, dans cette optique, retiré toute la moquette. Dans l'enquête qui suivit,
les policiers découvrirent, non sans surprise, qu'une vaste flaque de sang avait été méticuleusement nettoyée à l'endroit précis où Julia avait posé un nouveau tapis. Interrogé par les forces de l'ordre, Jonathan Lint, le compagnon de Julia, révéla que les amants avaient pris l'habitude, ces derniers mois, de se retrouver dans cette cabane perchée, un refuge intime. Là, lors de leurs ébats passionnés, ils se livraient à une pratique singulière, s'enduire mutuellement de leur propre sang. Jonathan avoua que l'acquisition de ce tapis récent n'était due qu'à un incident malencontreux. Un jour, emportés par la fougue de leurs jeux amoureux, ils s'étaient souillés sur le sol. L'enquête révéla également un détail troublant. Un reçu, daté du 26 juin, fut découvert au domicile de Julia. Il attestait de l'achat d'un morceau de moquette effectué 3 jours après le crime. L'enregistrement de la caméra наблюдения зафиксировало, что Julia совершала покупку самостоятельно. Dans l'habitacle de la voiture de Taoti Preuss, une trace macabre, des éclaboussures de sang, celle de Brendan, imprégnant la moquette sous le siège conducteur. L'atmosphère se densifie encore avec la découverte d'une mallette appartenant à Julia. À l'intérieur, des papiers, des carnets, mais surtout des cartes de visite révélant une activité sulfureuse. Julia, dame de compagnie, officiant dans l'univers du BDSM. 8 jours plus tôt, Julia s'était rendue dans un centre médical pour une intervention délicate. Une fois l'acte accompli, elle supplia le personnel de lui restituer ce qui avait été retiré, animée d'un désir morbide d'examiner et de manipuler les restes. Brendan, lui, semblait étranger à ce macabre tableau. L'expertise d'un psychiatre légiste a levé le voile sur l'état mental de Julia, saine d'esprit, ne souffrant d'aucun trouble psychiatrique majeur. Un verdict glaçant qui laisse planer le mystère sur les motivations de cette femme au passé trouble. Au cœur du procès, un revirement inattendu. L'accusée modifia soudainement sa version des faits. Elle affirma désormais que Brendan l'avait agressée et qu'elle n'avait fait que se défendre. Selon son avocat, Brendan s'était rendu chez Julia avec des intentions claires, cherchant une intimité que la jeune femme refusa, étant déjà engagée dans une autre relation. Face à ce rejet, Brendan aurait persisté dans ses avances. C'est alors que Julia, instinctivement, saisit un couteau qu'elle portait sur elle, ferma les yeux et frappa son ancien amant. Ses défenseurs soulignent que sa passion pour la médecine l'avait amenée à étudier les animaux, à observer et à conserver leurs organes. Animée d'une soif insatiable d'apprendre, c'est avant tout par curiosité morbide qu'elle a agi. Les pages de son journal intime révélaient une fascination troublante pour la mort. « J'ai une curiosité insatiable de savoir ce que ça fait de tuer quelqu'un », avait-elle griffonné, laissant entrevoir un désir macabre d'explorer les frontières de la vie et de la mort. Elle y confessait également un rêve étrange, celui de sauver la planète d'une surpopulation galopante, une vision singulière qui la hantait. Des écrits datant de 2016 faisaient état de son envie de commettre l'irréparable, d'ôter une vie et de se fondre ensuite dans l'immensité de la forêt. Ces sombres pensées, il s'est avéré, avaient germé dans son esprit torturé à la suite d'une rupture amoureuse, une blessure sentimentale qui l'avait profondément marquée. Devant la cour, elle a tenté de minimiser l'horreur de ses écrits, les qualifiant de fantasmes morbides d'une vaine tentative de se donner une image sombre et menaçante. Fascinée par l'occultisme et obsédée par le rocker Marilyn Manson, Julia cultivait des penchants sombres. Au cours du procès, un ami de Julia révéla des pratiques macabres. Afin d'accélérer la décomposition de cadavres d'animaux, elle les enveloppait dans du plastique et les exposait aux éléments. Accablée par de nombreuses preuves, notamment son propre journal intime, Julia peina à convaincre le jury de son innocence. Ses justifications se heurtèrent à l'incrédulité générale. Le 29 novembre 2021, Julia Enright, alors âgée de 24 ans, fut condamnée à la prison à vie, avec possibilité de libération conditionnelle après 25 ans. Son compagnon, Jonathan Lind, fut également reconnu coupable de complicité, d'obstruction à la justice et de faux témoignages. Il écopa de 10 ans d'emprisonnement. Avant d'être emmenée, Julia Enright prononça ses ultimes paroles. « Chaque jour qui passe est empreint de regrets, d'un désir ardent de revenir en arrière, de changer le cours des événements. Je ressens le besoin impérieux de présenter mes excuses à tous ceux qui ont été touchés par cette situation, ses parents, ses frères et sœurs,
ses proches, mais aussi mes propres parents et amis. Que chacun sache que mes prières nocturnes s'élèvent pour le bien-être de ma famille, mais également pour vous tous, en espérant apporter un peu de réconfort et de paix dans vos cœurs. Il était une fois, dans un monde où les mots dansaient sur les écrans, une personne nommée N. Zakomoldina, dont le regard affûté polissait les sous-titres pour les rendre plus clairs que le cristal. Son travail consistait à traquer les imperfections, à lisser les aspérités et à veiller à ce que chaque phrase coule avec une grâce naturelle. Son rôle était celui d'une magicienne des mots, transformant des phrases maladroites en joyaux de clarté. À ses côtés veillait A. Egorova, gardienne de la justesse et de la rigueur. Son œil exercé traquait les erreurs les plus infimes, les coquilles les plus sournoises. Elle était la garante de l'exactitude, veillant à ce que chaque mot, chaque virgule, chaque accent soit à sa place, contribuant ainsi à la perfection de l'ensemble. Ensemble, ces deux artisans invisibles œuvraient dans l'ombre, dédiant leur talent à rendre les histoires plus accessibles, plus belles et plus captivantes pour tous.